Je suis Monica, j'ai 26 ans, et je travaille comme designer web. J'ai grandi dans une petite ville rurale avec mes grands-parents, mes parents et ma petite sœur Linda. La vie était loin d'être juste. Ma sœur, de 7 ans ma cadette, était le centre de toutes les attentions. Ses opinions passaient toujours en priorité, me laissant un sentiment d'abandon et d'inutilité. Le favoritisme était flagrant. Pour les anniversaires de Linda, elle recevait des cadeaux somptueux, alors que les miens, proches de Noël, étaient combinés en une seule occasion, marqués par des cadeaux pratiques, comme des livres qui ne m'intéressaient pas. Quand Linda a commencé à jouer au football, nos parents étaient ses plus grands supporters, ne manquant jamais un match ou un entraînement. En revanche, lors de mon dernier match de tennis au collège, ils étaient trop occupés à emmener Linda quelque part pour y assister. Ce schéma d'inégalité a marqué mon enfance, alimentant un sentiment croissant d'inadéquation et de solitude. Pourtant, Linda n'était pas aveugle face à l'injustice. Elle prenait souvent ma défense lorsque nos parents nous comparaient sévèrement. Monica est douée pour les études et l'enseignement, elle peut tout faire, disait-elle. Après mon dernier match de tennis, elle m'a même offert un bouquet de fleurs qu'elle avait cueilli elle-même, en me murmurant « Bravo ». Nos grands-parents ont également essayé d'intervenir en ma faveur, en réprimandant mes parents pour leur comportement. Mais lorsque ma grand-mère est décédée, suivie de près par mon grand-père, toute protection contre les critiques de mes parents a disparu. Linda a continué à me soutenir un certain temps, mais lorsque ma mère a commencé à la cibler de la même manière, elle a fini par arrêter. « Si tu défends toujours ta sœur, tu peux rester dehors aussi », lançait ma mère avec mépris. Pour protéger Linda, je lui ai dit d'arrêter de prendre ma défense. À partir de là, Linda s'est concentrée sur l'excellence en sport et en études, devenant la fille dont nos parents pouvaient être fiers. Entre-temps, les finances de nos parents ont pris un coup après les funérailles, et ils m'ont annoncé qu'il n'y avait pas d'argent pour que j'aille à l'université. Mon rêve d'étudier le design à l'université s'est effondré. À la place, j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires et j'ai pris un emploi dans une petite entreprise de design, loin de la maison. Là-bas, j'ai travaillé sans relâche, commençant comme assistante de bureau, mais saisissant chaque opportunité d'apprendre des designers. Ma passion pour le design web m'a donné la force de continuer, et je passais mes week-ends à suivre des cours en ligne pour développer mes compétences. 3 ans plus tard, j'ai été promue dans l'équipe de design, et 5 ans après, je suis devenue une designer web à part entière, responsable de la direction de projet. Pendant tout ce temps, je suis rarement retournée chez moi, les visites ne faisaient que raviver la douleur du désaveu de mes parents. Je me suis donc consacrée entièrement à ma carrière. 8 ans après le lycée, j'ai reçu une nouvelle inattendue. Linda préparait ses examens d'entrée à l'université, visant une prestigieuse faculté de médecine en ville. Malgré tout, j'étais fière d'elle. Lorsqu'elle a été acceptée dans l'école de son choix, je l'ai chaleureusement félicitée. « Linda, félicitations. Tu as tellement travaillé, et j'admire ta détermination », lui ai-je dit. Elle me remercia, la voix teintée de gêne, mais révéla bientôt une inquiétude. L'école a suggéré un don. Ce n'est pas obligatoire, mais maman et papa s'inquiètent de ce que ça donnerait s'ils n'y contribuaient pas. Avec les frais de scolarité et de logement déjà si élevés, ils ne savent pas quoi faire. Linda prévoyait de couvrir ses dépenses avec un travail à temps partiel, mais je pouvais voir le poids que représenterait l'école de médecine. Mes parents, incapables de se permettre ce don, avaient poussé Linda à me le demander à leur place, au lieu de m'approcher eux-mêmes. Leur audace me laissa stupéfaite. Même si je ressentais de la rancune envers leurs actions, je ne pouvais pas ignorer le dilemme de Linda. Je décidai de soutenir ma sœur, couvrant le don et les frais d'entrée pour qu'elle puisse commencer sa nouvelle vie à l'université. Linda emménagea dans un appartement près du campus, et comme ce n'était pas loin de chez moi, je pensais qu'elle pourrait compter sur moi si elle avait besoin d'aide. Cependant, alors qu'elle s'immergeait dans la vie universitaire, ses réponses devinrent de plus en plus brèves. Je recevais des messages comme « J'aimerais manger ça » ou « J'ai besoin de ça, achète-le pour moi », et j'organisais tout ce dont elle avait besoin, la soutenant d'une manière qu'elle ne pouvait pas demander à nos parents. Parfois, nous nous retrouvions pour un repas, mais même dans ces moments, elle restait distante, absorbée par son smartphone plutôt que de parler avec moi. Quand j'essayais d'aborder ses études ou de détendre l'atmosphère, elle me rabrouait en se plaignant que les études étaient difficiles. Son attitude me laissait perplexe. Lors d'un de ces dîners, j'essayais de lancer la conversation sur une note légère. « Papa et maman ne s'intéressent probablement qu'à toi, de toute façon, » dis-je avec un sourire. Mais Linda me fixa soudainement d'un regard glacial et ricana, « Évidemment. Une étudiante en médecine comme moi et une simple diplômée de lycée comme toi, ça n'a rien à voir. »
Personne ne s'intéresse à un travail qui ne nécessite même pas de qualification comme le tien. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Il n'y a pas besoin de le dire comme ça, répliquai-je, choquée. Linda leva les yeux au ciel. C'est la vérité. Être designer, ce n'est qu'un titre. N'importe qui peut créer un site web en cherchant sur Internet. Tu ferais mieux d'obtenir un vrai diplôme, mais c'est sûrement difficile pour quelqu'un qui n'a même pas fait d'études supérieures. Je tentais de me défendre. Ce n'est pas si simple. Je travaille et j'étudie chaque jour. Tu ne devrais pas juger sans comprendre. Linda me regarda d'un air désapprobateur et claqua la langue. Papa et maman ont raison. Ils disent que tu es une déception, quelqu'un qui n'a même pas réussi à aller à l'université. Je suis seulement ici parce qu'ils m'ont dit de veiller sur toi pour t'empêcher de tomber encore plus bas. Je restai figée, ces mots s'enfonçant en moi comme des pierres. Les souvenirs de mes parents nous comparant depuis l'enfance me revinrent en mémoire. Linda est intelligente, gentille et fiable, tandis que Monica est stupide, maladroite et incapable de quoi que ce soit. Je baissai la tête, sentant mon souffle se bloquer. Voyant mon silence, Linda le prit pour des larmes et sourit. Ça a marché. Je rentre maintenant, dit-elle brusquement avant de partir. Vivre seule avait transformé Linda. Entourée de personnes exceptionnelles et couvertes d'éloges par nos parents, elle croyait fermement en l'image qu'ils avaient construite d'elle comme une prodige destinée à devenir une grande médecin. Pendant ce temps, leur mépris pour moi se reflétait dans son ton et son attitude, comme si elle avait absorbé leur jugement. Cet hiver-là, comme d'habitude, je rentrais chez moi pour les fêtes. Mes parents m'avaient demandé de revenir avec Linda, qui n'était pas venue depuis le début de ses études. À notre arrivée, il était clair qui était au centre de l'attention. La table était remplie de steaks, de pizzas et de friandises pour célébrer sa visite. Ce soir-là, voisins, parents et même d'anciens camarades de Linda se rassemblèrent pour une grande fête. Linda se délectait de l'attention, se vantant bruyamment de sa vie à l'université. Maman me demande de revenir plus souvent, mais vous savez à quel point c'est difficile dans la plus prestigieuse école de médecine du pays. Je ne peux pas simplement abandonner mes projets de groupe ou me détendre à la maison. Les gens me contactent sans cesse pour quelque chose, et c'est épuisant. Je m'occupais dans la cuisine, évitant les projecteurs, mais j'entendais sa voix dominer la conversation. Aux parents et aux proches, ces vantardises semblaient normales, mais pour les voisins et anciens camarades, cela devait sembler agaçant. En apportant un plateau de vin, une voisine âgée essaya de détourner l'attention vers moi. « Monica, tu ne travailles pas dans le design ?» Avant que je ne puisse répondre, Linda et mes parents coupèrent court. On ne peut pas vraiment en dire beaucoup sur elle. Elle essaie, mais elle n'est même pas allée à l'université. Elle est une vraie déception, déclara ma mère sans détour. Un silence gênant s'installa. Beaucoup de ceux présents n'avaient pas fait d'études supérieures eux-mêmes et travaillaient dur ou élevaient leur famille, mais ils s'abstinrent de les contredire. Seuls mes parents et Linda semblaient inconscients du malaise. Me sentant humiliée, j'essayai de m'éclipser, mais Linda m'arrêta. « Tu rentres encore souvent chez nous, n'est-ce pas, Monica ? On dirait que tu ne réfléchis à rien. C'est peut-être pour ça que tu es aussi audacieuse, dit-elle en riant bruyamment. » Nos parents se joignirent à elle, riant comme si tout cela n'était qu'une blague. « Si tu en dis trop, Linda, ça risque de la blesser. » Pauvre Monica, ajouta mon père d'un ton moqueur. Ma colère bouillonnait. Je serrai les poings et parvins à dire, ce serait mieux si je ne revenais pas l'année prochaine. Je comprends. Proches et voisins me regardèrent avec inquiétude, mais je les ignorai, posant le plateau et prenant mon manteau et mon sac. Linda sourit avec un air narquois tandis que je me préparais à partir. Je comprends. Ne te dérange pas pour revenir, alors, dit-elle en me faisant signe. Mes parents répétèrent ces mots avec une indifférence désinvolte. Le cœur battant de colère et de tristesse, je sortis dans la nuit froide, laissant derrière moi ceux qui m'avaient si profondément rejeté. Je ne me retournai pas en me dirigeant vers la gare, luttant pour retenir la tempête d'émotions qui m'envahissait. Rentrer chez moi me laissait toujours un poids sur le cœur. Quand je rêvais de devenir web designer, je pouvais utiliser mes études comme excuse pour m'éloigner de mes parents. Mais en grandissant et en progressant dans ma carrière, je trouvais de plus en plus difficile de couper complètement les ponts. Le sens persistant du devoir familial pesait sur moi, même si je luttais pour réconcilier la déception et la colère que je ressentais envers eux. Linda était encore étudiante à l'université, jeune et inexpérimentée face aux réalités de la vie professionnelle. Peut-être était-ce pour cela qu'elle ne comprenait pas combien d'efforts il fallait pour s'intégrer dans la société de manière indépendante.
je me suis dit que nos parents avaient probablement fait de leur mieux, à leur manière, pour élever leurs enfants. Cependant, il était indéniable qu'ils avaient passé des années à mettre Linda sur un piédestal, la louant comme une génie tout en adoptant une attitude condescendante envers moi. Cet hiver-là, le comportement odieux de Linda lors de notre réunion de famille a renforcé ma détermination. J'ai compris que si je valorisais vraiment mon travail et mon estime de moi, je ne pouvais pas continuer cette relation toxique, même avec ma propre famille. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de couper les ponts pour de bon. Des mois passèrent après cette décision. Un jour, j'ai reçu un appel inattendu de Linda. Quand je n'ai pas répondu, elle m'a laissé des messages insistants pour que je décroche. À contre-séhure, j'ai fini par répondre. « As-tu bien payé mes frais de scolarité ?» La voix de Linda était un mélange d'urgence et de prétention. J'ai répondu calmement, « J'ai payé la donation et les frais d'inscription avant que tu ne t'inscrives. » « Qu'en est-il des frais de cette année ?»« L'université les demande en urgence, » répondit-elle. « Je n'en sais rien, » ai-je dit. Même au téléphone, je pouvais sentir le malaise de Linda. En effet, j'avais vidé mes économies pour couvrir ses premiers frais, les frais d'inscription, la donation et la première année de scolarité. Ces dépenses avaient presque épuisé mes finances à l'époque, et j'avais prévu de payer les frais suivants au fur et à mesure. Mais après l'incident de fin d'année, il était inconcevable qu'ils s'attendent à ce que je continue de soutenir Linda, surtout après qu'on m'ait dit de ne plus revenir à la maison. J'ai payé la donation parce que je voulais te soutenir, ai-je dit fermement. Papa et maman ne t'ont-ils pas envoyé dans une université privée hors de l'État parce qu'ils pouvaient se permettre les frais de scolarité? Ou l'ont-ils fait en sachant qu'ils n'avaient pas l'argent? Ce n'est pas ça, balbutia Linda. J'ai des amis riches, alors il y a d'autres dépenses en plus des frais de scolarité et du coût de la vie. Papa et maman ont géré ça tant bien que mal, mais maintenant, ils n'ont plus l'argent pour les frais de scolarité. C'est pourquoi ils m'ont dit de te contacter. Tout s'expliquait. Mes parents avaient probablement compté sur mon soutien financier depuis le début, surtout après que j'ai progressé dans ma carrière. J'avais intégré une grande agence de design où mes compétences étaient reconnues et mon salaire avait considérablement augmenté. Bien que j'ai économisé avec diligence, mon soutien à Linda était censé être temporaire, pas une obligation permanente. À en juger par la situation, les économies destinées à son éducation avaient été gaspillées dans ses activités de loisirs. Malgré cela, je n'avais plus la capacité émotionnelle de pardonner. Aider pour les frais de scolarité n'aurait pas été difficile financièrement, mais j'ai refusé. Quelques jours plus tard, mes parents m'ont appelé, exigeant que je paie les frais de scolarité de Linda. Leur ton accusateur n'a fait qu'approfondir mon ressentiment. Il était clair qu'ils ne me voyaient pas comme un membre de la famille, mais uniquement comme une source d'argent. Leur manque de respect et d'écoute rendait impossible toute coopération. Linda a commencé à appeler presque quotidiennement. Ses messages étaient remplis de supplications l'égocentriques. « S'il te plaît, paie les frais. Si tu ne le fais pas, je serai expulsée. Les bourses et les petits boulots ne suffisent pas. Ce serait du gâchis si quelqu'un d'aussi prometteur que moi devait quitter l'école. Je te rembourserai quand je commencerai à travailler. Aide-moi, comme une famille. » Elle a même laissé des messages absurdes, comme « Si tu es fâché parce qu'on t'a dit de ne pas revenir à la maison, je peux essayer de persuader papa et maman. » J'ai sauvegardé ces messages dans un dossier séparé, puis j'ai tout supprimé et bloqué son numéro. Personne ne mérite d'être traité comme un paillasson juste parce qu'il fait partie de la famille. Après cela, j'ai complètement coupé la communication avec eux. Un parent m'a raconté plus tard que Linda avait réussi à obtenir des bourses et des prêts pour couvrir ses frais de scolarité de deuxième année. Cependant, sans soutien financier pour ses dépenses de vie, elle avait dû travailler à mi-temps. Jongler entre travail et études s'était révélé trop difficile, et elle avait échoué à plusieurs cours. Finalement, elle avait abandonné l'université. Sans autres options, Linda était retournée vivre chez nos parents. Mais avec leurs finances épuisées, il n'y avait pas d'argent pour envisager de la transférer dans une autre école. Elle n'a pas non plus cherché de travail sur place. À la place, elle était devenue recluse, passant ses journées immergée dans les jeux vidéo et éclatant en crise de stress la nuit. Un ami qui vivait à proximité m'a raconté que les sons de disputes familiales pouvaient être entendus régulièrement depuis leur maison. Mes parents, autrefois si fiers de Linda, semblaient impuissants face à elle. Avec le temps, les choses n'ont fait qu'empirer. Mon père, sous un stress immense, a provoqué un scandale en allant au travail. Il a été accusé d'avoir agressé une femme dans le train, et bien que l'affaire ait été réglée sans poursuite, il a démissionné par honte. Ma mère,
qui avait peu d'expérience professionnelle, peinait à trouver un emploi pour subvenir aux besoins de la famille. Ils ont tenté de me contacter occasionnellement via des proches, mais leurs messages étaient toujours les mêmes, exigeants et sans remords. Finalement, même les proches ont perdu patience. Nous allons gérer ça ici. Ne t'inquiète pas, m'ont-ils dit, coupant toute nouvelle tentative de communication. J'ai appris par des rumeurs que Linda et mon père, tous deux au chômage, vivaient presque dans la misère. Ma mère, frustrée et dépassée, avait disparu complètement, les laissant se débrouiller seuls. Sans aucune bienveillance dans le voisinage, l'aide extérieure était inexistante. Pendant ce temps, ma vie avait pris un autre chemin. Ma carrière de designer avait prospéré. J'avais été invitée à participer à un projet majeur qui ferait connaître mon nom dans l'industrie. Le projet touchant à sa fin et mes économies étant sécurisées, j'ai décidé de poursuivre un rêve de longue date, passer des examens d'entrée à l'université. Je prévois maintenant d'étudier la gestion des affaires avec l'objectif de devenir indépendante à l'avenir. Pour la première fois depuis des années, mon cœur bat d'excitation face aux défis à venir.